Et je vous salue à nouveau, je vous retrouve les uns les autres et merci d'être participants à ce rendez-vous de réflexion sur l'actualité de nos grands sujets de durabilité et de responsabilité d'entreprise qui, comme chaque mois, on le voit ensemble, connaît probablement une accélération dans à la fois les enjeux et les conséquences, les implications pour le monde économique que vous représentez. Donc, merci à vous et merci particulièrement aux deux experts de ce mois-ci qui ont accepté de plancher sur ces sujets. Donc, Monsieur Daniel Ball, qui est directeur général de Crédit Mutuel CIC, que je Plus représenterai exactement tout à l'heure directeur en lui général donnant de la Crédit parole. Mutuel Alliance Fédérale. Voilà, Et alors Crédit Mutuel, Alliance Fédérale, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, nous précisons l'ensemble de, la dénomination. Et puis, Denis Terrien, qui intervient aujourd'hui en tant que président de l'Institut français des administrateurs et qui est aussi un administrateur et un dirigeant d'entreprise dans sa vie professionnelle également. Et donc, merci à tous deux. Vous êtes les plus qualifiés pour apporter ces commentaires et ces réflexions du fait de vos initiatives propres. Et parce qu'on va le voir, il y a un focus quand même sur la gouvernance qui est, et le partage de la valeur qui est propre à ce moment. Alors, la méthode, je rappelle en un mot simplement, oui, c'est que nous, je ne sais pas une revue de presse, hein, nous essayons de nous arrêter sur des tendances de fond et de les comprendre. Voilà, pour que ça vous serve aux uns et aux autres et de faire réagir là-dessus des experts. Alors, en ce mois d'avril 2023, moi, ce que je retiens, si vous voulez, comme tendance de fond, un peu, s'il y en a une plus nette, c'est cette question, en fait, des sujets qui montent en intensité, des enjeux qui montent en intensité, en gros de l'accélération et qui appelle de la part des acteurs, effectivement, une réactivité qui est très variable hein, selon les uns et les autres. Bon. Mais autant le rapport du GIEC qui est sorti ce mois dernier, autant les sujets d'eau, de pesticides, on l'a vu hier avec l'étude très importante de l'ANSES sur l'état de l'eau en France, c'est pas rien, et les sujets d'IA, d'intelligence artificielle, enfin, la liste est longue. Donc, on voit bien qu'on est là dans des problématiques de très, très sérieuses et que ben, les pays les prennent un peu de manière différente, les positionnements s'affirment. On a à nouveau les grands acteurs toujours devant nous, dont la Chine qui dit ben, moi, je ne changerai en fonction de mes capacités à maîtriser les choses. Les États-Unis qui ont évidemment un tropisme tech très fort. Et puis, c'est ce qui est important pour nous, c'est qu'on a une Union européenne. Je rappellerai l'ensemble des textes en cours en ce moment à Bruxelles, directives, règlements, etc., qui vraiment je, met le paquet. Met le paquet. Mais, derrière, il y a des contre-coups démocratiques. La France le vit particulièrement et pas très bien maîtrisé. Je parlais de ce qui se passe en Hollande aussi et ailleurs. Donc, on voit bien qu'il y a une crise un peu des ciseaux qui s'affirme un peu entre des enjeux qui montent fortement et des capacités à gérer les choix collectifs qui, elles, ben, traînent un peu. Et ça, c'est pour ça que je dirais que point 1 que je vais traiter, c'est en fait, on voit bien que ce sont les modes de gouvernance qui sont extrêmement interrogés en ce moment, plus que la mobilisation des moyens dont on voit qu'elle existe en réalité. Un agenda européen qui s'amplifie et qui se traduit aujourd'hui avec notamment le projet très important Industrie verte du gouvernement français par une innovation et une volonté des entrepreneurs européens à être dans le coup, et puis quand même des controverses qui nous interrogent. Voilà. Alors partant de là, c'est-à-dire que sur le point 1, pour moi, l'axe un peu très fort, c'est ce décalage entre des modes de gouvernance qui ne sont pas ajustés encore ici et là. Alors, je parle de gouvernance collective, politique, pas seulement économique, bien sûr, et qui domine vraiment aujourd'hui les pays, alors que on ne s'attend pas à ce qu'ils soient très développés dans les pays autocratiques, mais chez nous, ça pose des vraies questions. Typiquement, Pays-Bas, c'est très intéressant de voir que le gouvernement de M. Rutte a décidé
durement un plan azote, réduction de 50% des pesticides, etc. Et maintenant, il se colle un mouvement politique autour de ça, qui est un mouvement quasi extrême droite, le mouvement agricole citoyen, qui est en train de lui contester complètement sa majorité. Donc, on a là un contre-coup qui est assez impressionnant. Bon, on a un peu les mêmes phénomènes. La mutation du monde agricole est celle qui est une des plus dures à faire en ce moment aujourd'hui. On a en France ces sujets-là. Ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est la réaction du président Biden sur le ESG bashing là, qui va très fortement. Alors, il y a un mouvement qui s'est créé aussi aux États-Unis, Freedom to Invest, qui est un mouvement animé par ce fonds historique, CERES, qui lui prend la réaction des fonds républicains qui voulaient interdire aux gestionnaires de prendre en compte les mouvements ESG. C'est quand même une bataille très importante et je pense que Denis Terrien, qui connaît ces sujets par cœur, nous donnera un avis peut-être sur ce contexte américain. Et puis, d'autres sujets, je trouve que c'est assez notable de voir que la Suède, qui était un pays qui faisait du transfert international sur le développement, aujourd'hui l'arrête et que ça rejoint les problèmes que tout le monde se pose sur, on en a déjà parlé ici, sur le financement de l'aide internationale, à qui, pourquoi, comment, et ça fait partie de ces questions. Donc, on a bien, si vous voulez, un changement qu'on sent très bien. Jusqu'à maintenant, depuis 20 ans, on a fonctionné finalement sur un durable qui était à la vitesse du marché par les modes de marché, qui n'a plus d'accords mondiaux, enfin, encore que sur la haute mer, on a eu un succès, on l'a vu, sur les fonds marins, ça s'est stoppé, ça marche pas très bien, mais on a une vraie problématique géopolitique qui, aujourd'hui, met les démocraties vraiment au défi. Et en France, il y a eu ces conflits il y a ces conflits sur l'usage de l'eau, c'est typique aujourd'hui. Voilà. Donc, on voit bien là une dominante gouvernance. Alors, elle est confrontée à une réalité objective. La réalité objective sur les phénomènes qui se posent, et notamment que les scientifiques et que les études soulèvent et qu'il faut prendre en compte. Alors, je ne peux pas ne pas faire un tout petit rappel du rapport du GIEC, qui est quand même extrêmement important, le dernier, puisque c'est un rapport de synthèse, hein, il faut le noter, depuis 8 ans, mais qui revoit les hypothèses de l'accord de Paris quasiment, puisque, en fait, on était calé sur les 2,5 et on va vers les 3,2 à la fin du siècle aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je l'ai dit et je le redis, le ministre du reste de l'écologie en a fait aujourd'hui un axe. Les projets d'adaptation, les investissements d'adaptation devront se caler sur un +4 à la fin du siècle. Le chiffre est considérable. Bon. Donc, on a beaucoup d'alertes qui sont arrivées de la part des scientifiques sur le méthane, sur les polyfluorochlorés, sur la question de l'adaptation des infrastructures. Et on voit que tout ça met tous les acteurs un peu sur le grill, en transport, dans les cultures agricoles, dans l'alimentation. Je vous passe tous les secteurs qui aujourd'hui travaillent, remettent en cause, réagissent. Bon, et évidemment, avec derrière la question des financements, M. Val nous en parlera précisément, dont la question des transferts à gérer. Alors, on voit bien, si vous voulez, que ce qui est intéressant, c'est que, en fait, derrière ceci, il faut arriver à ce que des consensus un peu au-delà des pays ou des acteurs se généralisent, et c'est là où ça devient un peu difficile. Alors, la France fait sa part. Ce qui est intéressant dans la situation française, c'est que maintenant, je crois qu'il est admis par tout le monde que les ENR, les énergies renouvelables, c'est du stratégique et que ce n'est pas une variable d'ajustement par rapport au nucléaire, que ça a été bien acquis ces derniers temps, dernières semaines, une gestion qui est quand même du climat qui ne cesse un peu de se précipiter en complexité et qui est difficilement aujourd'hui contrôlable. Et on voit bien que aussi on est avec certains pays, on ne sait pas très bien sur quel pied danser. Je pense notamment avec le Moyen-Orient et le nouveau président de la future COP, donc 28, le ministre des États arabes unis est en train de faire la tournée dans le monde. Ça va être l'objectif de cette COP, il l'a affirmé, c'est d'arrêter les investissements fossiles. Bah, écoutez, tout le monde s'interroge pour savoir si un émir du Moyen-Orient va être capable d'imposer un arrêt des investissements fossiles. Alors, voilà, et je n'insiste pas trop sur la question de l'eau qui est au cœur de ces sujets, qui a été très, très nourrie dans cette actualité.
Mais l'ODD 6, puisque c'est celui de l'eau, a été analysé et il est évidemment en situation très négative aujourd'hui. Voilà, ça c'est la position un peu générale de ce qui s'est passé. Si maintenant j'extrais un peu une tendance de fond, elle s'affirme plus que jamais. Elle est très significative parce que, en fait, pour partie, le gouvernement français, notamment comme les autres, ont délégué à Bruxelles le soin d'agir dans ce domaine. Et là, l'Union européenne, très clairement, met le paquet. Alors là, on a revu l'objectif de NR 42,5, c'était on était à moins de 30 dans le mix énergie. Et puis, donc, on voit que un très grand nombre de textes structurants vont sortir, sont en du reste, à la liste, je rajouterai un texte qui a été annoncé ce matin qui est important sur les écocides. Bruxelles veut aussi élever le niveau de responsabilité sur ces questions. On a la directive qui a été poussée par les consommateurs sur les fausses allégations. Circularité qui va aboutir, qui est terminée et qui renforce très fortement la contrainte sur les emballages. La directive sur les ENR, ça, on la connaît, mais qui pousse aujourd'hui la chimie à sortir tous les micropolluants et qui s'attaque particulièrement au secteur cosméto et pharmacie, etc. On a un règlement sur le net zéro dans les bâtiments neufs qui va être obligatoire. La directive qui est sortie, qui est extrêmement importante également sur les matériaux critiques, donc sur les minerais, et qui celle-là demande à ce qu'on ne se contente pas de faire de l'import, mais qu'on recycle d'abord et qu'on fasse attention à la relocalisation, c'est-à-dire qu'on ait un pourcentage important de minerais issus de la zone européenne, et puis une standardisation des obligations vertes. Voilà. Bon, ça fait beaucoup, c'est lourd, c'est important, à tel point du reste que l'industrie a obtenu que sur les frags, la comptabilité extra-fi, on arrête le chantier sur le sectoriel en disant stop, il faut qu'on stabilise là où on en est. Mais on voit bien, si vous voulez, que là, on a quelque chose d'extrêmement lourd et évidemment, ça ne va pas sans débat. Alors, vous avez vu la conclusion ce mois-ci sur le débat sur l'automobile. Donc, les Allemands ont obtenu un peu leur fuel, leur refuel sur l'automobile, un peu leur exception. Les poids lourds, c'est à 2040. Donc, le bras de fer sur le nucléaire est en train plus ou moins de se régler, mais il reste très fort à propos notamment de la qualification de l'hydrogène, car tout ça va influencer la taxonomie. Euh, L'aviation et d'autres secteurs veulent rentrer dedans, donc ça se discute très fort. Et puis, on a sur la chaîne de valeur, la directive chaîne de valeur, donc devoir de vigilance en gros à l'européenne, elle bute aujourd'hui sur l'intégration ou non, Monsieur Val, peut-être vous nous en parlerez, du secteur financier qui dit, moi, je peux pas être, je suis pas en ligne directe, donc ne me mettez pas dedans. La question PME qui est très mal traitée dans le cadre de la CSRD qui, elle, alors, va s'appliquer en juin. Bon, ça, il faut que le chantier s'ouvre. Et puis, tous les travaux en cours sur le marché du carbone. Voilà, ça fait beaucoup, c'est lourd pour les acteurs et ce sont évidemment des enjeux à prendre positivement pour ce qu'ils sont, mais il faut être capable de les suivre. Alors, ce qui explique qu'on est très largement dans un climat qui, là, nous dépasse, métapolitique de radicalisation des acteurs, face à, parfois, pour certains, un sentiment que les décisions ne se prennent pas ou que les compromis ne se trouvent pas. Donc, une montée des controverses qui est extrêmement forte. Alors, on peut en regarder certaines dans cette actualité. Donc, next, s'il vous plaît. Et, slide suivante. Donc, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, j'ai fait exprès, Denis, de mettre la slide précédente, s'il vous plaît, sur le CERN Climate. Voilà, donc d'insister sur cette controverse en cours, puisque l'AMF s'est déclaré favorable. Il y a eu un propos de la ministre le ministre de Roland Lescure disant qu'après tout, c'était pas si mal, mais que pour l'instant, il y a quand même un jeu de ping-pong autour du sujet. Denis Terrien en parlera. Donc, l'entreprise Schneider a dit, moi, je fais mon Science Climate à mon AG. Engie a dit, peut-être pas complètement, pas tous les ans, pas cela. Bon, voilà. Alors, c'est un sujet évidemment extrêmement fort, puisqu'il engage des entreprises. Et donc, on attend le commentaire du président de l'IFA tout à l'heure. Les acteurs avancent d'une certaine manière face à ces controverses. Alors, je ne peux pas ne pas citer quelques points très forts. La BCE qui
vraiment verdi son portefeuille obligatoire, a fait un point il y a peu de temps. L'INRAE qui s'inquiète aussi aujourd'hui, qui renforce son niveau de connaissance sur les impacts des pesticides et qui dit bah oui, on peut peut-être s'en passer, il y a des scénarios possibles. Bon, les investisseurs qui aujourd'hui disent attendez, sur la chimie, il faut vous verdir beaucoup plus rapidement. Ce qui est intéressant, c'est l'avis de la Cour des comptes qui demande à EDF d'abaisser sa consommation d'eau. Et puis, bon, sur d'autres sujets, le gouvernement français a souhaité non pas obliger, mais inciter, comme sur les nitrites dans la charcuterie ou récemment sur le S-métaflore, sur d'autres choses. Voilà. Par rapport à ça, les controverses intéressantes, c'est que le Conseil d'État a annulé une centrale biomasse parce que les études d'impact n'étaient pas bonnes. Ça, c'est quand même une décision lourde. Vous avez vu le propos du président de la République sur les rachats d'actions. Je ne sais pas ce qu'en pense Denis. Bon, je ne sais pas s'il y aura un suivi ou pas. C'est propos, Monsieur Ball vous dirait si aussi vous pensez que c'est un sujet qui mérite une réglementation ou pas. Alors, il y a plein de débats sur la non-artificialisation des sols, sur les zones à faibles émissions et autres, ça c'est important. Les études des universitaires qui disent qu'en réalité, les entreprises européennes, occidentales, américaines, qui avaient dit qu'elles quittaient la Russie pour ne pas être complices de crimes contre l'humanité, bah, en fait, on est à moins de 20% aujourd'hui, véritablement, disent ces deux études. Ça interroge quand même sur le décalage entre les déclarations et les réalités. Bon. Et puis, il y a un petit appel qui a été fait par CDP, considérant que les entreprises font pas assez sur leur transparence, notamment dans les chaînes de valeur. Voilà. Un propos très, très préoccupant de la présidente du débat, de la commission du débat public qui est partie en disant c'est un échec, on ne sait pas débattre dans ce pays. Bon, il faut l'entendre. Et puis, sur les effets sociaux de la transition écologique, le CEPI, qui est l'organisme des économistes rattaché à Matignon, qui dit attention, attention, on n'en fait pas assez, on n'est pas assez anticipateur. Voilà. Je fais un tout petit focus sur la décision quand même des Nations Unies d'ouvrir une possibilité d'obliger les États à passer devant la Cour de justice sur les questions d'inaction climatique, ce qu'on a en France, mais au niveau international. Et ça a été fait à la demande des petits pays. Et puis, quelques propos intéressants. Bon, Denis Kessler, grand libéral devant l'Éternel, qui dit qu'on ne va pas assez vite, c'est toujours intéressant à noter. Euh, et puis, l'avis de quelques dirigeants de la Silicon Valley, Denis, sur l'IA, faut-il un moratoire, faut-il faire une pause? Évidemment, c'est un débat philosophique, c'est un débat politique majeur, c'est un débat très fondamental. Du reste, que le président de Thales en France avait posé en disant, moi, je veux bien avancer, mais il me faut me cadrer le paysage éthique. Et donc, est-ce qu'on va pas dans cette direction? C'est la première fois dans l'histoire que les hommes se posent la question de savoir si on applique ou on n'applique pas une innovation technologique. C'est pas dans notre culture. Ben, la question, en tout cas, se pose. Et pour les passionnés du sujet, je leur signale, allez le voir, le référentiel qu'a fait le ministère de l'Éducation sur l'enseignement au développement durable, c'est remarquablement fait. Il y a tout ce qu'il faut savoir. Et je pense que si tous les professionnels savaient tout ce qu'on demande aux élèves, ce serait pas mal. Voilà. Alors, je conclus, avant de passer la parole à nos orateurs. Un petit mot quand même, dommage qu'il le mérite tellement, à Claude Lorius, qui a été un de nos très grands scientifique du climat, qui est le premier à avoir démontré scientifiquement les évolutions entre la courbe de température et les courbes de gaz à effet de CO2, gaz à effet de serre. Et donc, c'est là aussi une page scientifique qui se tourne, mais je voulais le signaler. Alors, je fais souvent en conclusion aussi un petit point sur les ouvrages et les travaux de fond qui sortent. J'en signale 3 ce mois-ci. En premier, le travail de Patrick Artus et d'Olivier Pastré, deux économistes bien connus, donc qui sont de grands, pour ceux qui les connaissent, Olivier Pastré est un grand libéral, et qui quand même, en fait, donne quitus au concept d'économie de rareté, c'est clair, et
traite cette question du passage, hein, d'une économie d'abondance. Alors, on pensait que les choses étaient réglées dans les têtes depuis le rapport Meadows, halte à la croissance, etc., et qu'on savait à peu près gérer ça, mais on est finalement qu'au début. Le travail sur toutes les transformations au sein du capitalisme qui sont très, très nombreuses. Et donc, là, il y a un livre intéressant, mais surtout la synthèse qu'a fait le 1, que j'encourage, qui est très, très bien faite sur les transferts et les financements de la transition climatique en tant que telle. Voilà. Donc, vous voyez, cette actualité chaque mois est extrêmement riche. Elle nous pose des tas de questions, elle nous aide à réfléchir. On voit les tendances de fond. Et donc, j'aimerais maintenant demander à nos deux experts, à nos deux invités, de réagir et surtout de nous parler de ce qu'ils font eux-mêmes. Et donc, dans l'ordre, je vais demander à Daniel Ball, qui est le patron du DG du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale et du CIC, qui a pris une initiative présentée avec Nicolas Terry, le président, sur le dividende sociétal, qui est une vraie innovation dans le partage de la valeur, qui est un engagement extrêmement significatif qu'on n'avait pas vu à ce niveau. On n'a pas vu à ce niveau en France. C'est très clair. Vous nous direz un peu les modalités de la mesure et qui est évidemment une décision de gouvernance extrêmement forte. Et Denis Terrien ensuite réagira en tant que président de l'Institut français des administrateurs qui, lui, s'efforce de faire évoluer la gouvernance des entreprises. Il n'y a pas que le sujet de la durabilité sur la table, il y en a beaucoup d'autres, mais d'accélérer la transformation puisque c'est dans les conseils qu'aujourd'hui se prennent les grandes décisions d'adaptation de nos entreprises. Merci à tous les deux. Et Daniel, je vous laisse la parole. Je vous remercie et on vous écoute avec grande attention. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de participer à votre webinaire ce matin. Je vais d'abord vous parler de Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui a fait le choix de devenir entreprise à mission en 2021. Ça a été la première banque à faire ce choix. Entre-temps, on a été suivi par la Banque Postale et par Crédit Mutuel Arkea. Après avoir adopté d'abord une raison d'être qui est ensemble écouter agir, on a retenu 5 missions dans le cadre de ce périmètre d'entreprise à mission. Et une des missions est que nous voulons être une entreprise responsable qui œuvre pour une société plus juste et plus durable. Mais bon, c'est une des missions, mais elle conditionne très largement la décision que nous avons prise de mettre en œuvre le dividende sociétal. L'idée est évidemment d'intervenir sur le sujet du partage de la valeur, et d'ailleurs peut-être être un des acteurs du débat sur ce sujet. Et nous voulons ainsi mettre la performance financière au service de l'utilité collective, parce que bien évidemment, notre performance est prioritaire si nous voulons contribuer à l'utilité collective et si nous voulons distribuer un dividende. Entreprises coopératives et mutualistes n'avons pas d'actionnaires, nous avons des sociétaires, donc nous ne distribuons pas de manière très faible à quelques minoritaires des dividendes. Et dans les travaux que nous menons pour construire notre prochain plan stratégique, travaux auxquels l'ensemble de nos élus mutualistes et l'ensemble de nos collaboratrices et collaborateurs sont étroitement associés, il nous a semblé intéressant, dans notre démarche, en tant qu'entreprise de mission, de donner toujours davantage de preuves. Le mutualisme a souvent été un mutualisme un peu incantatoire. Nous voulons avoir un vrai mutualisme de la preuve. C'est ce que nous faisons en tant qu'entreprise à mission, avec des engagements spécifiques que nous avons pris dans divers domaines, y compris avec des politiques sectorielles assez sévères, et notamment l'exclusion du charbon, l'exclusion également du financement de tout nouvel investissement permettant d'augmenter la production de gaz et de pétrole, même conventionnel. Et là, en créant ce dividende sociétal, nous voulons faire une étape supplémentaire. Alors, puisque j'ai
la chance de parler à beaucoup de monde, et notamment beaucoup de responsables RSE, si j'ai bien compris. Juste pour l'anecdote, dire que chez Crédit Mutuel Alliance Fédérale, la RSE, on ne l'appelle pas ainsi, on a fait le choix de l'appeler notre responsabilité sociale et mutualiste pour bien faire le lien par rapport à nos valeurs et à notre histoire dans la mutualité et dans la coopération. Alors, la première question donc, que vous me posez, c'est qu'est-ce que ce dividende sociétal? Donc, c'est une décision que nous avons prise d'affecter 15% de notre résultat net consolidé à l'accompagnement et au financement de projets écologiques et inclusifs à plus-value environnementale et sociale et sociétale, avec une vision également de soutien à toute initiative d'inclusion et de lutte contre la discrimination, puisque une de nos missions est de dire que nous agissons pour chacun et que nous refusons toute discrimination. En 2023, nous sommes en montée en puissance sur ce dividende sociétal, compte tenu de notre résultat net consolidé d'un peu plus de 3,5 milliards en 2022. Le dividende sociétal que nous affichons pour cette année est de 525 millions d'euros que nous allons mettre en œuvre sur 3 piliers. Le premier pilier, et nous y affectons 50% du dividende sociétal, c'est-à-dire 263 millions d'euros, est de lancer un fonds de révolution environnementale et solidaire. Donc, le choix que nous faisons là, c'est de créer un fonds à impact, sans objectif de rentabilité financière, puisque nos décisions seront prises en fonction des projets qui nous seront présentés. Et l'idée est d'accompagner le changement des modèles de production, d'améliorer les infrastructures et éventuellement de répondre à des défis de marché sur ces sujets-là. Le fonds est en train d'être constitué actuellement. Je pense que nous aurons l'agrément de l'AMF d'ici le mois de juin, ce qui nous permettra de réaliser les premiers investissements à partir de l'été. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier est un pilier plus interne, puisque nous agirons vis-à-vis de nos sociétaires et de nos clients sur des mesures de tarification solidaire. Alors, pour illustrer ça, je vais prendre 2 exemples d'actions que nous avons déjà menées. Nous ne les intégrions pas à l'époque dans le dividende sociétal, puisqu'on n'avait pas encore créé la notion, mais ça montre clairement ce que nous faisons ainsi. Nous avons, pendant la crise sanitaire, et même au début de la crise sanitaire, dès la mi-avril 2020, en réponse à la situation d'inquiétude profonde de nos clients professionnels, de nos clients restaurateurs, mis en œuvre ce qu'on a appelé la prime de relance mutualiste. Clairement, l'ensemble de nos professionnels qui avaient des contrats, y compris des contrats perte d'exploitation, ça n'entrait pas dans le cadre de la perte d'exploitation compte tenu de la spécificité de la crise que nous traversions. Nous avons dit, bon, pour nous, le sujet n'est pas là. Pour nous, le sujet est un sujet de solidarité. Et par conséquent, nous avons proposé aux clients ayant souscrit un contrat de perte d'exploitation qui n'était pas éligible, une aide clairement sans contrepartie, puisque nous leur avons versé un montant total de 200 millions d'euros. Donc ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple est la suppression du questionnaire de santé, décision que nous avons prise fin 2021
Donc, suppression du questionnaire de santé pour l'ensemble des accédants à la propriété pour les prêts immobiliers. Supprimer le questionnaire de santé, c'était nous priver d'un certain nombre de revenus, puisque en cas de santé défaillante, en cas de problème de santé, et justement nous voulions supprimer ces discriminations par rapport à la santé, l'assureur, notre compagnie d'assurance du groupe, qui s'appelle Assurance du Crédit Mutuel, prélevait une surprime. Hein. Et donc, aujourd'hui, nous ne prélevons plus cette surprime, y compris pour les contrats sur lesquels c'était prévu. Et bien entendu, il n'y en aura plus dans le futur, puisqu'il n'y a pas de questionnaire de santé et donc pas de moyens, c'est volontaire, de vérifier l'état de santé. C'est également une charge supplémentaire, parce que ne plus demander de questionnaire de santé aggrave inévitablement la sinistralité. Donc ça également, c'est un élément qu'on intégrera dans le dividende sociétal, et ça on l'intégrera encore puisque c'est une mesure qui a un effet récurrent. Nous avons également déjà en 2022 décidé que notre offre clientèle fragile sera facturée 1 € net par mois aux clients et sans aucun frais d'incident, même s'il y en a. Donc là aussi, on est largement en dessous du coût de revient et la différence, on l'intègre dans le dividende sociétal. On travaille actuellement à des mesures pour permettre à nos clients d'acheter de nouveaux véhicules, hein, notamment une action qu'on mènera de manière ciblée vers des clients qui ont des véhicules à niveau critères élevés pour leur proposer d'acheter en neuf ou en occasion un critère 0 ou 1. On travaille sur une offre de rénovation énergétique, y compris la prise en charge de certains éléments comme le DPE avec un prêt sans doute à taux zéro ensuite. On travaille également à une offre spécifique pour l'acquisition de moyens de mobilité douce, et on pense là évidemment d'abord au vélo et au vélo à assistance électrique. Une de nos filiales Cofidis met en œuvre un crédit à la consommation spécifiquement dédié à des personnes qui entrent en situation de handicap pour permettre notamment de réaliser les travaux que cela nécessite à leur domicile. Donc on est à la fois sur de l'environnemental et sur du solidaire, puisque c'est bien les deux axes que nous avons voulu viser dans ce dividende sociétal. Le troisième pilier est un soutien des actions d'intérêt général grâce à la philanthropie, et nous consacrerons 15% de ce dividende sociétal, c'est-à-dire en 2023, 78 millions d'euros à des actions de mécénat pour soutenir des projets en faveur de la solidarité territoriale, de l'environnement, la biodiversité notamment que nous allons bien soutenir, et bien entendu tout ce qui est lié à la solidarité et à l'inclusion. Alors sur les sujets de mécénat, donc je précise bien que c'est du mécénat, le Crédit Mutuel est un partenaire habituel de la vie associative et notamment de la vie associative locale, mais là on va au-delà des partenariats, on sera bien sur les actions de mécénat, c'est-à-dire sans contrepartie. C'est ça, c'est la dure. Qui seront bien ciblées. Des actions que nous mènerons au niveau de notre fondation. Nous avons une fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui avait un budget intéressant de 6,5 millions d'euros en 2022, mais que nous allons porter à plus de 50 millions d'euros en 2023. Et d'ailleurs, pour illustrer ça, nous avons, il y a une dizaine de jours, déjà annoncé un soutien exceptionnel de 5 millions d'euros au Resto du Cœur. Oui. Là, vous devenez le premier mécène de France, hein, clairement. Là, vous êtes… je ne veux pas le dire comme ça, parce privé, que c'est pas… privé. Mais, non, mais en bon, réalité, je pense qu'on n'en sera pas loin, effectivement, oui, lorsqu'on sera sur ces montants, en sachant qu'une partie de ces actions de mécénat, une partie importante même de ces actions de mécénat,
sera réalisé directement par nos caisses locales de Oui, c'est Crédit ça, Mutuel, localement. puisque chacune de ces caisses adoptera un budget qui sera fonction du résultat de chacune de nos caisses et qui sera décidé, mais vraiment en proximité vis-à-vis des associations d'intérêt général qui se trouvent sur le terrain. Donc là, on veut vraiment combiner le global et le local, les actions globales qu'on réalisera sur la fondation qui auront un fort impact et les actions locales qui seront tout aussi utiles parce que lorsque on accorde 3 000 € à une petite association qui veut mener une action d'inclusion dans des territoires, dans des quartiers sensibles de la ville, elle fera des choses très utiles avec ces 3 000 € qu'on pourra lui confier. Donc, on est sur ces trois dimensions de telle sorte à être le plus efficace possible. Mais je répète, hein, l'impact, notre critère de décision, ça devra être l'impact environnemental ou l'impact sociétal ou solidaire. Merci. Vous voulez ajouter un autre point? Je voulais Non, sauf si pour vous avez terminer des sur une questions, je question avant de répondrai passer. volontiers, mais si j'entrais, je pourrais rentrer plus dans le détail, mais Alors, c'est dans ça le qui est attendu questionnement, aujourd'hui. oui, mais est-ce que vous pouvez nous dire la prise de décision en termes de gouvernance dans les instances de gouvernance du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est-ce que cette prise de décision a été simple par rapport à ça? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu un mot sur la façon de convaincre et d'entraîner votre gouvernance d'ensemble dans cette direction? Qu'est-ce qui fait que finalement la décision a pu aboutir assez clairement? Oui, en fait, l'initiative de ce dividende sociétal a germé dans l'esprit à la fois de nous dirigeants et d'un certain nombre de nos élus mutualistes pendant l'année 2022. Comme je vous l'ai dit, nous avons lancé à l'été dernier les travaux de construction de notre prochain plan stratégique 2024-2027 et par principe, on a toujours une démarche très participative associant les collaboratrices et les collaborateurs, mais également l'ensemble des élus mutualistes. Et lorsque, au mois d'octobre, nous avons arrêté notre note d'orientation sur ce plan stratégique, un certain nombre d'élus nous ont dit: bien sûr, ce que vous faites est bien, on soutient, on adhère, mais l'entreprise à mission que nous sommes doit donner davantage de gages, davantage de preuves. Et est venue cette idée de dire, puisque nous n'avons pas d'actionnaires, puisque nous n'avons pas l'obligation de verser, comme d'autres banques, 50% ou plus de leurs résultats sous forme de dividendes, est-ce qu'on ne pourrait pas créer le dividende pour le bien commun? Et c'est ainsi que est venue cette réflexion. Oui. Nous avons une organisation avec, bien sûr, des conseils d'administration dans chacune de nos structures, mais nous avons, en plus de cela, une organisation qu'on appelle le Parlement du groupe. Le Parlement du groupe, ce sont 200 représentants des élus mutualistes et des salariés qui sont élus indirectement par l'ensemble de nos 1400 caisses de Crédit Mutuel, des 14 fédérations adhérentes à Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Et ce Parlement se réunit en 3 sessions, 3 sessions annuelles, et je sors d'une session qui a eu lieu hier et avant-hier, mais la session de décembre a décidé, après un débat donc avec ces 200 personnes, de dire « OK, on y va sur le dividende sociétal en fixant l'ordre de grandeur, c'est-à-dire 15% du résultat net, en fixant les orientations, les 3 piliers dont je vous ai parlé, et en disant également, bien entendu, chaque année, on évaluera la réussite de ces mesures, et puis on pourra éventuellement modifier l'imputation sur les divers piliers. Donc, ce sera quand même un concept très, très vivant et qui sera mis en œuvre soit par soit au niveau du groupe, soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de chaque caisse locale de Crédit Mutuel. J'ai vu là sur le fil de conversation que
se poser la question des décisions qui sont prises par les diverses instances. Clairement, lorsqu'une décision est prise par le Parlement du groupe, elle s'impose à tout le monde et ensuite l'ensemble des instances, des conseils, des diverses structures suivent les orientations. Pour prendre le cas de notre filiale d'assurance, le groupe des assurances du Crédit Mutuel, elle intègre pleinement la dimension du dividende sociétal et pour ce qui la concerne, elle l'intègre dans son propre processus de décision et dans sa propre gestion. Et dernière clarification, les autorités réglementaires ne vous demandent pas à renforcer vos fonds propres plutôt qu'à distribuer. Est-ce que ça peut influencer votre politique de dividende sociétal, le rapport au renforcement nécessaire des fonds propres, eu égard à l'importance de votre banque? Alors, très clairement, chaque année, bien entendu, la Banque centrale européenne, comme à toute banque supervisée, nous indique quelles sont ses exigences de fonds propres. Il se trouve qu'aujourd'hui, notre ratio de solvabilité est au double des exigences qui nous sont imposées par la Banque centrale européenne. Donc, ça nous laisse quand même une certaine faculté d'agir. Merci. Mais au-delà de ça, bien évidemment, parce qu'avec le superviseur, nous avons un dialogue prudentiel constant. Nous avons bien entendu indiqué ce que nous ferons et nous avons expliqué aussi que cette mesure que nous prenons, si elle permet de mettre la performance financière au service de l'utilité collective, nous imaginons aussi, bien entendu, que cette utilité collective et cette action que nous menons pour le bien commun aura également des répercussions sur le fonctionnement de l'entreprise, sur son modèle d'affaires, et continuera à nous permettre d'améliorer constamment la performance. Hier, de nouveau devant cette même instance, devant ce Parlement, puisqu'on a avancé dans la construction du plan stratégique, il n'y a eu d'ambiguïté pour personne. Si nous faisons preuve de solidarité, c'est d'abord parce que nous travaillons à améliorer constamment notre efficacité opérationnelle. Les deux sont étroitement liés. Si on n'est pas bon sur le point de la performance financière, on ne peut pas être bon sur le plan de la performance extra-financière. On va en rester là avant de vous poser quelques questions qui sont apparues et que Arnaud tout à l'heure synthétisera. Je vais demander maintenant à Denis Thérien, donc, qui a une tâche lourde en France puisqu'il préside l'Institut français d'administrateurs et donc de faire évoluer la doctrine de bonne gouvernance, comme on dit, dans ce pays. Denis, je passe la parole. Tous ces sujets, tu les connais parfaitement. Comment tu vois le moment dans lequel on est au regard de ceci et tes réactions un peu à tout ça au travers de l'évolution de la communauté des administrateurs en France? Merci encore. Merci beaucoup et je tiens vraiment à féliciter Monsieur Ball et le Crédit Mutuel CIC de la direction qu'il montre. Effectivement, c'est une société à mission. Comme il l'a dit, il n'y a pas d'actionnaires, mais il y a les mutualistes sont actionnaires de la société. Et donc, ce type de gouvernance se rapproche assez, par exemple, des sociétés familiales, des ETI ou grosses sociétés familiales, dans lesquelles il n'y a pas une demande de dividendes où on n'est pas dans un marché mondial. Voilà. Mais vraiment, c'est une inspiration, je pense, pour beaucoup d'entreprises et beaucoup d'organisations. Alors, où se place la gouvernance là-dessus? Alors, je suis tout d'abord convaincu que la gouvernance, lorsqu'elle s'exerce bien, avec des pratiques vertueuses, est là pour faire avancer ces modèles. Et le modèle en prenant en compte l'ESG. On a parlé tout à l'heure des différences entre différents pays, que ce soit les États-Unis, l'Europe et même la Chine. Je reviendrai là-dessus après. La chose sur laquelle on peut se réjouir, c'est qu'on a au sein des conseils de plus en plus de personnes qui sont formées et formées sur ces sujets, par exemple, d'ESG, de climat et d'eau. Deuxièmement, on a une très, très grande diversité dans les conseils. La France, qui était d'ailleurs en amont
sur les hommes et les femmes dans les conseils. Il y a 46% des membres dans les conseils qui sont des femmes en France, a aussi une très, très bonne diversité dans l'expérience et dans les âges. Et donc, cette diversité du conseil amène une qualité au débat qui est vue par plusieurs angles. Le troisième élément, c'est que de plus en plus de conseils ont une séparation entre le directeur général et le président. Et ça, c'est important, car si jamais on demande au conseil, et je vais être un petit peu schématique, de passer, disons, 50% de son temps sur le long terme, 30% sur le moyen et 20% sur le court terme, alors le DG lui doit passer plutôt 50% de son temps sur le court terme, s'assurer que la société peut créer de la valeur, 30% sur le moyen et 20% sur le long terme. Et donc, ces deux espaces-temps sont différents et avoir la séparation de rôles apporte de la qualité au débat entre finalement le conseil et le DG. Et enfin, l'organisation du conseil aussi garantit aujourd'hui une meilleure prise en compte des enjeux. Le dernier rapport que l'IFA a sorti avec Ethic and Board montre que 71% des entreprises du SBF 120 disposent d'un comité RSE. Donc, tout ça, ce sont pour moi de bonnes nouvelles et ce sont, comme tu le disais en introduction, des éléments qui se sont accélérés dans les 3 à 5 dernières années et c'est une espèce de tsunami qui emporte toute la gouvernance et je pense que ceci va aider à construire le bien commun. Alors, il y a une question qui est sur l'appropriation de ces éléments. Pour qu'il y ait bonne appropriation, il faut qu'il y ait une sincérité et un courage dans les décisions qu'il y a au sein du Conseil. Alors, on en a parlé tout à l'heure, hein. C'est là où l'IFA est là pour vraiment aider dans la qualité de la gouvernance. On parlait de formation. L'an dernier, l'IFA a formé plus de 900 personnes, dont à peu près 200 ont été certifiés administrateurs. Et on fait ça avec plusieurs écoles en France. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il faut aussi rassembler, c'est ce que l'IFA fait, ces administratrices, administrateurs ensemble pour réfléchir et faire des propositions. On a la chance à l'IFA d'avoir 3400 administratrices et administrateurs qui se réunissent à peu près 12 clubs et commissions sur des sujets spécifiques. Un de ces clubs et commissions est d'ailleurs spécifiquement sur l'ESG et il a créé plusieurs groupes de travail qui ont pris des sujets sur l'eau, par exemple, sur l'air, et on essaye d'aller au fond du sujet pour donner des bonnes recommandations après aux administratrices et administrateurs. Et pardon de te couper, Denis, mais il y en a eu un qui a travaillé sur le partage de la valeur, avec Ouva, et sur ce qui était très nouveau, le fait de mettre la discussion du partage de la valeur dans l'ordre du jour du Conseil. Absolument. On va faire un petit aparté là-dessus si tu veux. Donc, oui. On a travaillé avec non seulement l'IFA en France, mais les différents instituts européens de gouvernance pour se dire qu'est-ce qui nous unit. Un des sujets qui nous unit, c'est la réflexion sur le partage de la valeur. Donc, aujourd'hui, il y a une simplification de cette décision en disant, voilà, c'est soit le dividende, soit les salariés, soit faire du bien à la société. Il y a beaucoup plus de leviers de partage de la valeur. Alors déjà, il faut, comme disait M. Ball tout à l'heure, la créer, et on crée une valeur non seulement financière, mais humaine aussi, quand on apporte du travail dans une communauté, quand on forme ces gens. Mais après, une fois qu'on a créé cette valeur, comment on la redistribue? Donc, il y a la rémunération des employés, c'en est un, la rémunération des dirigeants, après la rémunération des actionnaires, c'est ce qu'on appelle le dividende, mais il y a aussi l'investissement matériel et immatériel qu'une entreprise peut faire. Il y a aussi la politique d'achat et de sous-traitance. Il y a aussi la politique fiscale. Et enfin, la contribution à la société. Donc, au sein de l'IFA, on voit qu'il y a au moins 7 différents partages de la valeur et c'est là-dessus où le conseil doit statuer, où il attend du directeur général et du comité exécutif qu'il fasse une proposition pour qu'il puisse voter.
Voilà, donc ça, c'était juste un aparté sur le partage de la valeur, qui Et est c'est un très sujet nouveau, hein, Denis, c'est très nouveau. C'est très nouveau. Et voilà, et nous recommandons, alors là-dessus, il y a deux manières d'agir, hein. Il peut y avoir une manière qui est, on dit voilà, on va nous imposer quelque chose, et aujourd'hui, on entend énormément de débats et énormément de personnes qui veulent passer des lois pour imposer. Nous sommes beaucoup plus dans l'approche de soulever les sujets et s'assurer que les sujets sont débattus au sein du Conseil. Voilà. Et une fois qu'il a été débattu, il peut être après partagé en Assemblée générale. Mais c'est ça, c'est en ayant ce débat au sein du Conseil, et comme on l'a vu tout à l'heure, avec des administratrices et administrateurs qui sont divers et qui sont vraiment formés, qu'on peut avoir ce sujet. Alors, donc tout ça, cette formation, cette diversité, cette réflexion, c'est ça qui aide finalement les conseils d'administration à prendre ces sujets et à pouvoir prendre les bonnes décisions. Merci infiniment. Comment tu vois les évolutions maintenant, les tendances de fond, eu égard à la situation un peu des entreprises, je dirais, occidentales et voilà. Comment tu vois l'évolution des choses et Alors, avec l'exigence sur le climat notamment? voilà, je vois qu'aujourd'hui, il y a un vrai débat avec des plaques tectoniques qui sont en train de s'affronter. Si jamais on regarde, sur le monde, il y a trois types de gouvernance différentes. Et je vais aller vraiment en simplification. Et une gouvernance, c'est quel est le modèle politico-social auquel on croit, comment on prend une décision et pour servir quel intérêt. D'un côté, il y a le système américain, ou anglo-saxon, mais plutôt américain, dans lequel la valeur fondamentale, c'est l'individualisme. La prise de décision, c'est par de la compliance, et ceci pour servir un intérêt de l'actionnaire. Ça, c'est un modèle qui marche bien dans le système capitaliste, qui est assez efficace, mais qui judiciarise toutes les relations. Il y a un autre modèle, qui est le modèle chinois, qui est beaucoup plus basé sur le confucianisme. La discussion, c'est une obéissance pour servir un groupe d'intérêts. Et il y a certaines sociétés qui sont créées pour financer, par exemple, le Parti communiste chinois. L'Europe a une histoire assez longue, et donc le système qui nous gouverne, c'est un peu plus ce qui est expliqué par Emmanuel Mounier, le personnalisme. J'existe parce que l'autre existe. Et c'est ça qui nous définit en Europe. La manière dont on prend une décision, on attend qu'il y ait un cadre de loi dans lequel il va y avoir une discussion. Et c'est un petit peu ce qui était soulevé tout à l'heure sur Generative AI et ChatGPT, le patron de Thales disant « je suis prêt à aller dans un sens ou dans l'autre, mais ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un cadre de loi. » On pourra revenir là-dessus derrière. Donc ça, c'est le système de décision. Pour servir quoi? Les intérêts quand même des parties prenantes. Même si ce sujet n'était pas mis aussi à l'ordre du jour ou aussi clairement mis avant la loi Pacte, dans les sociétés européennes, il y avait des CE ou des CSE, ou dans les sociétés allemandes, il y a dans les conseils de surveillance 50% des salariés et 50% des actionnaires. Et donc, on voit que la prise en compte des parties prenantes est vraiment dans l'ADN Europe. Donc, aujourd'hui, il y a ces trois modèles de gouvernance qui existent et chacun est en train de défendre ce en quoi il croit parce que c'est lié à ses valeurs. L'Europe pousse beaucoup pour l'ESG. Et il me semble, et j'ai eu la chance de participer au dernier débat de Davos, il me semble que pour le climat, c'est maintenant un sujet qui a été même englobé par les sociétés anglo-saxonnes. Mais plus parce qu'on va y faire des bonnes affaires que parce qu'on croit vraiment que le climat est essentiel à la survie de la planète. Mais au moins, tout le monde est en train de pousser dans ce même combat. Quand on parle de S, sociétal ou social, là, on voit qu'aujourd'hui, certaines sociétés anglo-saxonnes ou américaines sont dans cette partie et ont accepté que la responsabilité sociétale de l'entreprise était importante. Toutes ne sont pas là-dessus, alors qu'on peut voir en France ou en Europe, le sujet de sociétal fait vraiment partie des discussions qu'il y a et des discussions qu'il y a au Conseil. Voilà. Donc, on peut voir ici
des différentes discussions qu'il y a, et je pense que les 3 à 5 prochaines années, il va y avoir soit convergence, soit divergence. L'espoir que j'ai, mais c'est peut-être un espoir optimiste, c'est que les règles extra-financières qui vont être votées en Europe seront prises par beaucoup de sociétés du reste du monde. On a pu le voir avec les GPRD, où l'Europe a imposé une loi sur la protection des données. Très rapidement derrière, certains États américains, par exemple la Californie, ont adopté des lois très similaires. Voilà. Oui. Donc, il nous appartient là-dessus, sur la gouvernance, de bien défendre ce en quoi nous croyons, d'être fiers de l'histoire des entreprises européennes et de nos valeurs, et de trouver les moyens de mettre en place cette ESG. Et parce qu'en Europe, il y aura effectivement des lois qui viendront pour nous aider à mesurer, par exemple, l'extra-financier. Est-ce que M. Ball voulait réagir à ce que vient de dire Denis avant qu'on passe au dialogue, aux questions-réponses que Arnaud va animer? Est-ce que vous voulez dire un mot sur la description qu'a faite de cette dynamique actuelle Denis Terrien? Je pense que quand on est dans le système coopératif et mutualiste comme nous, la démarche est parfois un peu différente. Et notamment, j'ai vu là une question sur le film en disant que le fait d'être entreprise coopérative et mutualiste a sans doute facilité la décision, et notamment la décision concernant le dividende sociétal. Je suis à la fois d'accord et réservé sur le sujet. D'accord parce que c'est vrai que l'arbitrage n'était pas à faire entre un dividende sociétal et un dividende à verser aux actionnaires. Mais en même temps, et lorsqu'on a impulsé cette idée de dividende sociétal, nous avons estimé que ce serait quand même formidable si d'autres entreprises, y compris, et Denis l'a dit tout à l'heure, notamment les entreprises familiales, sur lesquelles la modalité de prise de décision ne nécessite pas forcément d'arbitrer avec des actionnaires, pourraient également aller en ce sens. Voilà. Denis, tu voulais réagir? Vas-y, réagis tout de suite. Oui, là-dessus, donc, sur le partage et même la rémunération des dirigeants, on peut voir que en France, 66% des entreprises ont maintenant, enfin des entreprises du CAC et 80% du SBS 120 ont intégré au moins un objectif climatique dans la rémunération variable du manager. Donc, pour certains, c'est court et long terme, d'autres, c'est plutôt long terme parce que pour changer l'impact climatique, c'est difficile de le faire en un an, hein, c'est vraiment, il faut le mesurer sur 3 à 5 ans. Mais on peut se réjouir que 66% des sociétés du SBF 120 l'ont fait. Et comme le disait Daniel Ball tout à l'heure, pour les entreprises familiales, surtout si elles sont très présentes sur un territoire, ça fait partie de leur ADN et elles le font depuis tout le temps. Et pour les mutualistes aussi, ça fait partie de leur ADN. Voilà. Et deuxièmement, 70% des entreprises ont communiqué sur le taux de réalisation des engagements. Oui. Et donc, on peut voir qu'il y a aujourd'hui une communication qui se fait lors des AG et aussi une motivation sur le dirigeant. Et ceci n'existait pas encore il y a 5 ans. Et donc, on n'est absolument pas là où on devrait être encore. Hein. Je suis sûr que Patrick, toi, tu vas continuer de nous éclairer et de nous pousser. Mais quand je parlais d'un changement de paradigme, on le sent très, très bien aujourd'hui. Et il faut continuer dans cette voie. Et c'est le rôle de l'IFA de continuer dans cette voie. Alors, je vais passer la parole à Arnaud. Merci si vous pouvez intervenir sur la question du Sound Climate également et sur la question des rachats d'actions dans la discussion parce que ce sont des sujets sur lesquels votre avis nous intéresse particulièrement. Arnaud, je te laisse regrouper les questions à nos 2 experts. Tu m'entends? Arnaud Herman. Alors, oui, mais j'ai un problème d'image, non? Oui, bon. Pardon, vous m'entendez? Non, j'avais un problème de PC, mais c'est résolu. Merci beaucoup pour vos
vos interventions. Alors, j'ai compilé les questions et essayé de les rapprocher pour en faire des blogs. Donc, je vais m'adresser à vous, Monsieur Ball, pour commencer. Alors, j'ai noté une première série de questions qui étaient plus, on va dire, opérationnelles. Dividendes sociétales que vous avez présenté. Alors, un peu en vrac, je vous laisserai répondre au fur et à mesure. Première question, ça concernait le niveau de 15%. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce 15%, ouais, ce chiffre Pourquoi 15? Pourquoi 10? Pourquoi pas 20? précédemment? Ça a été les débats que nous avons eus, mais on voulait être sur un niveau quand même significatif. Et donc, vous le voyez, là, ça fait un peu plus de ça fait 525 millions d'euros. Donc, pas de justification précise des 15, en sachant que ça fait l'objet d'un débat et que quelque part, c'est situé entre 10 et 20, personne ne proposait en dessous de 10. Certains allaient jusqu'à 20 et finalement, on a arbitré, Nicolas Thierry et moi, à 15, et c'est ce qui a fait le consensus. D'accord. Est-ce que ça pourrait être réévalué à l'avenir? C'est variable, oui. Pourquoi pas, puisque dans la gouvernance du dividende sociétal, nous prévoyons un rapport annuel et une évaluation à faire d'abord par notre comité de mission, puisque comme cela s'inscrit clairement dans nos missions, le comité de mission aura à connaître notre rapport, donnera son avis, donnera également quelques impulsions, et in fine, c'est notre fameux Parlement qui décidera du montant qui sera affecté. Ok. Arnaud ? Très bien. Alors, une autre série de questions qui a été posée sur un peu la mise en œuvre opérationnelle du fonds qui constitue la moitié du dividende sociétal que vous avez présenté. Donc, on comprend que ça va fonctionner un peu comme un fonds impact. Mais plus précisément, voilà, comment vous allez affecter ces ressources, quels critères de performance vous avez utilisés, est-ce que vous avez des attentes de retour sur investissement qui sont équivalents à des fonds traditionnels ou vous serez un peu moins gourmand? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Non, mais clairement, la décision sera prise en fonction de l'impact environnemental et sociétal. Et donc, on est en train de constituer l'équipe qui gérera ça, avec un comité d'investissement, avec un conseil d'administration du fonds qui donnera les orientations, et ensuite on laissera l'équipe opérationnelle faire des choix. Donc ça, c'est la règle. La règle veut notamment dire que on aura la possibilité d'investir, notamment lorsque le retour d'investissement n'est pas connu ou lorsqu'il apparaît comme étant très long. Et là, on a vraiment la volonté de laisser l'équipe de gestion agir de manière assez libre, et on ne lui fixera pas d'objectif de rentabilité financière. La question qu'on nous pose régulièrement est de savoir, ça va quand même faire des montants importants. Oui, ça va faire des montants importants, plus de 250 millions dès la première année. Si, et je l'espère, nous restons sur le niveau de résultat qui a été le nôtre ces dernières années, donc ça en fera autant. Puis au fur et à mesure, bien entendu, des prises de participation prendront un terme, et donc nous le réinvestirons à l'intérieur du fonds. Donc c'est un fonds qui potentiellement devrait assez rapidement, en 4 ans au maximum, être de plus d'1 milliard d'euros. C'est ça, c'est très significatif. Entendu, merci. Vous appliquerez les mêmes règles que le Crédit Mutuel Asset Management, qui a aujourd'hui des exigences de dialogue actionnarial et des exigences d'exclusion que vous avez rappelées assez fortes. Je dirais plutôt que ce qu'on fait du côté de Crédit Mutuel Equity, qui est notre société de capital investissement, parce que je rappelle que nous avons cette société dans le groupe et qu'à la différence d'autres acteurs, chez Crédit Mutuel Equity, nous n'intervenons que sur nos fonds propres. On ne fait pas de la gestion pour compte d'autrui là-dedans. On investit actuellement, le montant d'investissement est de 3,5 milliards. Et donc là, ça se rajoutera à ce qu'on fait déjà sur nos propres fonds propres. Car clairement, cette partie que nous investirons dans ce fonds à impact, quelque part, c'est de l'utilisation de nos fonds propres, puisque c'est le dividende sociétal, quelque part, c'est aussi une utilisation des fonds propres. Ce n'est pas de l'argent qui sort des fonds propres, c'est l'argent qui est investi en fonds propres, comme on le ferait dans une
autre société d'equity. Merci. D'accord. Et alors, j'aurais une dernière question avant de les adresser à M. Thérien. Alors, on a déjà beaucoup parlé de la question du modèle et de la particularité de votre modèle mutualiste. L'autre grande banque que vous avez citée, enfin, l'une des autres grandes banques que vous avez citées, a aussi un modèle capitalistique assez particulier, la Banque Postale. Donc, on connaît le contexte, rattachement avec une mission de service public assez puissante. La question qu'on peut se poser en voyant l'exemplarité et le caractère très inspirant de votre démarche, c'est que, d'après vous, comment pourrait-on faire en sorte que les grandes banques cotées, qui représentent quand même une part de marché significative, puissent s'inspirer de vos pratiques et trouver des solutions aux contraintes de détention capitalistique auxquelles elles sont exposées? Déjà, la première chose, mais la Banque Postale l'a fait, mais bon, la Banque Postale, c'est quand même une banque un peu particulière de par son actionnariat. Déjà, le premier choix, c'est de devenir entreprise à mission. Et aujourd'hui, si je suis bien informé, en France, il y a Crédit Mutuel Alliance Fédérale, sa filiale CIC, qui sont entreprises à mission. Il y a Banque Postale et Crédit Mutuel Arkea. Donc, ça, je pense que c'est un vrai sujet. Et là, on sort du cadre simplement de la banque. On est, je pense que Denis pourrait réagir aussi sur le sujet, c'est comment les grandes entreprises françaises, et notamment les grandes entreprises cotées, pourraient aller vers l'entreprise à mission. Parce que ce que nous faisons est une illustration du choix fondamental que nous avons fait de devenir entreprise à mission, c'est-à-dire de considérer clairement dans nos statuts que nous avons bien sûr des ambitions de développement, que nous avons des ambitions d'apporter les meilleures réponses à nos clients, que nous avons des ambitions également de développement humain en interne, mais que nous contribuons là beaucoup plus largement au bien commun. Donc, pour l'intégrer dans ce sens-là, la réflexion juste du dividende sociétal autrement n'a pas de sens, sauf à le mettre sur un autre point qui nous semble important, qui est celui du partage de la valeur. Et ça, donc, on a vu, c'est un débat qui est aujourd'hui sur la place publique. Oui. J'ai le sentiment qu'on le restreint un petit peu trop juste au partage de la valeur entre ce qu'on verse aux actionnaires et ce qu'on verse aux salariés. Lorsqu'on nous parle de dividende sociétal, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je regarde et je vois que chez nous, chez Crédit Mutuel Alliance Fédérale, entre ce que nous versons en intéressement, en participation, plus en prime de partage de valeur que nous avons versé au fin décembre de 2022, ça correspondrait à 17% de notre résultat. Donc 17%. La fiscalité, il ne faut pas oublier la fiscalité. Et bien entendu, il ne faut pas oublier la fiscalité qui est un élément de partage de valeur et qui contribue également au bien commun. Ce que nous faisons là, c'est que nous allons au-delà dans ce que nous voulons attribuer au bien commun. Merci beaucoup. Alors, une question peut-être qui permet de faire la transition entre vous et M. Thérien. Alors, je vous laisserai peut-être donner votre avis, M. Ball, et puis je laisserai M. Thérien compléter. Vous avez évoqué, Denis, la question de la composition des conseils d'administration, alors sous l'angle le prisme de la diversité, mais il se pose aussi la question de la représentation des parties prenantes externes, notamment de la société civile, des associations, etc., et notamment celles qui ne peuvent pas s'exprimer, à savoir l'environnement, la planète. Y a-t-il un sujet sur… Alors, vous avez un comité de mission, Monsieur Ball, puisque vous êtes une société à mission, mais oui. Quelle est l'importance de société de mission dans l'orientation stratégique et des décisions structurantes de l'entreprise, et comment pouvoir renforcer les organes de gouvernance des organisations et des entreprises pour tenir compte encore plus de ces parties prenantes externes, au-delà du champ traditionnel des actionnaires, collaborateurs qui sont habituellement représentés? Bon, d'abord, premier élément de réponse, nous sommes entreprise à mission et dans le plan stratégique que nous construisons actuellement, le préambule dit que, évidemment, toutes les décisions que nous devons prises doivent s'inscrire dans le cadre, dans le périmètre de l'entreprise à mission. Donc, c'est quand même un choix fort. Ensuite, bien entendu, nous avons nos organes de gouvernance des diverses structures du groupe, mais nous avons également le comité de mission. Et dans le comité de mission, nous avons 3 administrateurs, nous avons des représentants des salariés et surtout, nous avons des personnalités indépendantes externes. Dans notre fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui gouvernera très largement les actions de mécénat que nous allons réaliser,
c'est la même chose. La moitié du comité exécutif est composée également de personnalités externes. Par contre, il est vrai que dans nos structures traditionnelles, mutualistes, et par exemple sur la Caisse fédérale de crédit mutuel, dont les sociétaires sont l'ensemble des 1400 caisses de crédit mutuel, aujourd'hui, nous avons uniquement des représentants des caisses locales et des salariés. Nous n'avons pas encore réalisé d'ouverture à des administrateurs indépendants. Par contre, c'est un sujet qui est sur la table actuellement. Et bon, quand un sujet est sur la table chez nous, il faut parfois un certain temps, juste le temps de la conviction à apporter à nos élus mutualistes, mais on va y aller également. Merci, Monsieur Val. Monsieur Terrien, vous voulez compléter du point de vue de l'IFA? Sur quel point? Parce qu'il y a beaucoup de... Alors, pardon, oui, sur la question de comment étendre les organes de gouvernance traditionnels, notamment les conseils d'administration, à des parties prenantes externes, aujourd'hui non représentées. D'accord. Alors, je pense qu'il faut séparer qu'est-ce que l'entreprise de ce qu'est la société. L'entreprise, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent pour un projet commun avec des valeurs partagées. Et le rôle du DG, c'est de gérer l'entreprise avec des clients, avec des employés, avec d'autres parties prenantes. C'est le rôle du DG. À côté de ça, il y a une société qui existe. La société est détenue par des actionnaires. Et je pense qu'il y a des fois l'erreur de vouloir tout mélanger. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il est important que le DG ait avec lui un comité, ou réfléchisse avec un comité des parties prenantes? Oui. Et d'ailleurs, il le fait déjà dans la loi avec le CSE et il le peut faire avec d'autres organes. Est-ce qu'il faut que ces comités soient présents dans les conseils d'administration? Attention, parce qu'un conseil d'administration représente la société juridique. Et donc, c'est là où je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Il y a l'entreprise et la société. Est-ce que dans les débats au sein de la société juridique, donc du conseil d'administration, il faut avoir des avis d'autres parties prenantes? Absolument. Et ça aide à prendre la meilleure décision. Alors, donc ça, c'est la suggestion ou la position que j'aurais là-dessus. D'accord. Bah, écoutez, merci pour ces éléments. Alors, je balaye d'autres Sachant questions. que Denis ouvre là un débat juridique qui avait été posé dans la loi PAC, 1833 Code civil que tout le monde connaît bien. Mais là, tu réouvres, à mon avis, une discussion juridique parce que le Code civil s'adresse c'est la définition de la société commerciale, mais en demandant la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux, il le fait glisser dans le périmètre de l'entreprise. Ça n'est pas acté aujourd'hui. Donc là, tu ouvres une vision, une doctrine qui nécessitera probablement des précisions pour que tout le monde s'y retrouve, parce qu'il y a des passerelles à trouver. Bon, Oui, intéressant. Merci d'avoir utilisé le mot entreprise, parce que c'est exactement ça. Qu'est-ce que c'est que l'entreprise? On prend entre deux éléments. Et donc, on prend entre la demande de clients, les employés, les ONG, les actionnaires aussi, les banquiers qui ont prêté de l'argent à la société pour qu'elle puisse se développer. Et donc, il y a énormément de parties prenantes dans l'entreprise. Il y a des parties prenantes constitutives qui constituent la société, qui sont aussi bien les gens qui y travaillent, les managers et les gens qui ont prêté de l'argent. Il y a des parties prenantes non constitutives de la société qui sont les ONG, par exemple, et des clients et autres. Et c'est en ça où c'est facile de tout simplifier en disant non, finalement, il n'y en a qu'un, mais c'est plus complexe que ça. Merci. Alors, une question peut-être qui peut appeler une réponse rapide. Sur la formation, vous avez insisté sur le fait que c'était essentiel de former les administrateurs à ces questions de développement durable. Y a-t-il aujourd'hui des statistiques et plus au-delà de ça, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on va assez vite et assez loin pour former les administrateurs? Alors, je peux juste témoigner de ce que fait l'IFA. L'IFA a commencé à former et a d'ailleurs délivré des certificats il y a plus de 10 ans, 12 ans. Et c'était un programme phare qu'on avait fait avec Sciences Po. Aujourd'hui, on a formé plus de 1200 certifiés Sciences Po et on va passer de 150 à 200 certifiés rien qu'à Sciences Po.
À côté de ça, on forme aussi avec Audencia, on forme aussi avec l'Institut des actuaires. Donc, on donne énormément de certificats. Comme j'ai dit tout à l'heure, à peu près 200 certificats par an, on va passer à peu près 300. Parallèlement à ça, ce que fait l'IFA, elle fait des formations inter-entreprises ou intra-entreprises sur des sujets précis. On a formé l'an dernier à peu près 1000 personnes et donc on continue cette activité de formation. Oui, on aimerait que, est-ce qu'on souhaiterait que encore plus de gens soient formés? Oui, mais là-dessus, je pense que l'IFA est à même prend sa responsabilité dessus. J'ai vu qu'il y avait quelques questions, notamment sur, par exemple, quand j'ai parlé des 3 types de gouvernance, toute cette documentation est absolument accessible sur le site de l'IFA si on est membre de l'IFA. Donc, je suggère aux 300 personnes ici, si jamais ils sont intéressés, de rejoindre l'IFA et vous aurez accès à toutes ces documentations et toutes ces fiches de travail ou cette formation. Il y a de l'open source, Denis. Peut-être, vous avez les données pour l'IFA, mais est-ce que vous connaissez le nombre d'administrateurs en France? Il y en a, il y en a à peu près 400 000, mais c'est là où il y a à peu près 200 000 dans des associations et fondations, à peu près 100 000 chez les mutualistes et à peu près 50 000 dans les entreprises. Donc, quand on dit oui, mais les administrateurs du 440, ceci, cela, c'est bien. Dans le 440, il y a 400 entreprises. En moyenne, ils ont 10 à 12 personnes. Ça en fait 500. Et quand on compare ça aux 500, tout à l'heure, M. Ball disait que vous avez quelques milliers d'administrateurs chez vous, c'est ça, Daniel? Oui, absolument. Bien sûr, puisque dans chacune de nos caisses locales de crédit mutuel, on a entre 10 et 15 administrateurs. Donc, 10 et 15 fois 1000, voilà, 15 000 administratrices et administrateurs, rien qu'au crédit mutuel, à côté des 500 administratrices et administrateurs dans le 440. Et c'est ça toute la diversité de la gouvernance. Et d'ailleurs, au sein de l'IFA, on a créé des clubs qui réunissent des experts dans chacun de ces organisations. Je vais donner un exemple. Les associations et fondations ont aussi des conseils d'administration et ils ont des méthodes de gestion et de prise de décision différentes d'une ETI familiale, par exemple. Mais Denis, vous aviez ouvert le concept à l'IFA d'administrateur engagé. J'aimerais bien que vous terminiez là-dessus parce que ça veut dire qu'on n'est pas un administrateur banal, on n'administre pas pour administrer, et c'est un peu ce que nous a dit Daniel Ball. Enfin, on est administrateur engagé, c'est-à-dire qu'on sait à quoi on sert. Alors, on va même plus loin, et merci Patrick d'ouvrir ceci. La mission de l'IFA, c'est de promouvoir une gouvernance responsable, créatrice de la valeur durable, en veillant au bien commun, et tout ceci porté par des administratrices et administrateurs engagés dans toute forme d'organisation. Donc oui, ce que nous demandons à nos membres, c'est qu'une fois qu'ils ont été formés, de s'engager dans le débat. Et c'est pour ça que l'on fait des fiches, d'ailleurs, pour aider les administratrices et administrateurs à bien comprendre comment s'engager dans le débat. Et oui, s'engager dans le débat pour aider le conseil dans sa collégialité à prendre la bonne décision. Parce qu'une décision de conseil, c'est une décision de collégialité, comme le disait M. Ball tout à l'heure. Hein. Est-ce que c'était 10% ou 20%? Il y a eu des discussions. Et à un moment, dans la collégialité, il a été décidé que c'était 15%. Et c'est très bien. Il faut à un moment prendre une décision pour avancer. Mais c'est ça, la richesse du débat dans le conseil, c'est ça, c'est avoir divers points de vue. Et ce que l'on demande à administrateur, c'est de s'engager dans le débat en étant formé avant. Ce sont des mots de conclusion très importants. Arnaud, il faut qu'on aille à la conclusion maintenant. Je laisse, tu me permets, je remercie nos intervenants. Donc, je vous remercie vraiment tous les deux. Et vous avez vraiment parfaitement traduit le basculement en cours. C'est que le passage d'un modèle un peu quantitatif, ancien, à un modèle nouveau qui sera tourné vers aussi le service et peut-être d'abord de la société avec un grand S, c'est une question de gouvernance fondamentalement.
Alors qu'on a voulu le poser pendant 20 ans comme une modalité de management, un management amélioré. Non, non, c'est avant tout une question sur la décision et les orientations, et vous les incarnez, et vous les exprimez, et les mettez en œuvre. Et moi, je pense que notamment, Denis, le mot-clé d'entrée de Daniel Valls sur la preuve, et il est fondamental. Il est fondamental parce que on a trop travaillé sur le déclaratif, et que maintenant, il faut prouver à la société que la transformation se fait vraiment. Vraiment, merci à vous d'avoir joué le jeu, de nous avoir éclairé là-dessus. Je pense qu'il y a une demande pour reprendre ceci. On verra comment. Allez voir les travaux du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, allez voir les travaux de l'IFA, et le travail, l'enquête que tu as lancé, Arnaud, également, d'Ecolern, sur l'état des compétences. Et on va continuer d'avancer sur notre règle d'or qui est la compétence, la compétence, la compétence là-dessus. Voilà. Merci à vous tous.